Bonjour tout le monde, mon nom c'est Stéphane Leblanc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fondateur et président du Centre international du leadership conscient, une organisation que j'ai fondée en 2017 pour contribuer à l'élévation de la conscience et créer des espaces transformationnels pour les gens. En cours de route, j'ai l'occasion, le privilège de rencontrer des gens super intéressants. Et aujourd'hui, c'est un grand bonheur de recevoir Sylvie Bougie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Sylvie, elle est fondatrice et présidente de Vigie Services juridiques. Elle est une femme fonceuse, déterminée, impliquée dans la communauté entrepreneuriale de Québec. Elle est aussi auteure. Elle a écrit 2 livres pour appuyer les gens d'affaires, éviter les pièges en affaires, on sait qu'il y en a plusieurs, et maximiser la valeur de son entreprise. Elle démocratise le droit avec une approche claire et accessible. Elle est aussi animatrice depuis un certain temps du Canada's Podcast qui vise à mettre en lumière des parcours entrepreneuriaux intéressants partout au Canada. Donc, Sylvie, c'est un grand bonheur de te recevoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a choisi, toi et moi, de parler d'authenticité, un sujet qui est vraiment intéressant pour moi et pour toi aussi. Peux-tu peut-être commencer par nous dire, mais ça veut dire quoi ça, l'authenticité pour toi? Oui. Bien, merci d'abord de m'avoir invité. Moi, je suis quand même. Je me mets de la pression, là. Depuis qu'on a parlé de cette formation, de ce webinaire-là, je me mets de la pression parce que je me dis, je suis loin d'être une experte dans le domaine, on s'entend. Fait que je viens parler évidemment de mon vécu, mon parcours, c'est à prendre ou à laisser. Mais j'espère que ça va allumer des pistes de réflexion. Depuis qu'on a parlé de ça, Stéphane, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le sujet. Je prenais des notes sur mon cellulaire dès que j'avais des idées, je lisais des livres quand ça parlait d'authenticité. Fait que merci, ça m'a comme forcé, si on veut. En tout cas, ça fait en sorte que je me suis intéressée encore plus sur le sujet. Donc, comme je vous dis, c'est bien humblement l'exercice qu'on fait aujourd'hui, puis j'espère que vous allez en sortir grandi de quelque chose. Donc, pour moi, c'est quoi être authentique? C'est être vrai, c'est être soi-même. Et je crois qu'il faut d'abord, là, tu sais, ça se fait en 2 temps. Je pense qu'il faut être vrai, il faut se connaître. Ça part de l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui vont penser, dont moi, là, je vais en parler sûrement plus tard, mais tu sais, des fois, on pense qu'on est authentique, mais dans le fond, si on se ment soi-même, mais on ment aux autres, on s'en rend même pas nécessairement compte. Donc, ça nécessite vraiment un travail d'introspection en premier, de c'est quoi, se connaître, c'est quoi mes valeurs, comment je suis réellement. Et ensuite, ça part justement de l'extérieur. Donc, c'est bien beau de se connaître maintenant, mais être authentique, c'est de ne pas avoir peur de s'affirmer, de le donner aux autres, cette authenticité-là. Donc, il ne faut pas avoir peur de montrer ses couleurs, de s'assumer dans ses défauts. Je pense que c'est le bout le plus difficile. Notre vulnérabilité, nos défauts, nos faiblesses, on appelle ça comme on veut, mais ça reste ce bout-là souvent qui est quand même difficile. Puis ne pas avoir peur aussi de déplaire, autant en étant nous-mêmes, mais des fois aussi, c'est en prenant position. En s'affirmant, on va parfois déplaire, mais il y a des gens qui vont... C'est un manque d'authenticité, selon moi, de ne pas s'affirmer justement dans le but de ne pas déplaire. Mais être authentique. Si on est connecté à nos valeurs, puis c'est nous-mêmes qui parlent, je pense qu'il faut le faire. Donc, être authentique, je pense que c'est ça. Donc, on se connaît soi-même, on a assez confiance en nous pour dire, je vais m'affirmer, je vais affirmer qui je suis. Puis tout ça dans un contexte social où il faut quand même faire attention, oui, aux autres, à l'image qu'on peut projeter et tout. C'est vraiment beau comment tu le décris. Et il y a eu un moment dans notre vie, il y a très, très longtemps, quand on était très, très jeune, on ne pouvait pas être autre chose qu'être authentique. Tu sais. Puis aujourd'hui, quand on est adulte, là, on parle d'authenticité parce qu'en cours de notre vie, on a développé peut-être, on est allé au secondaire, il y a différentes phases dans notre vie où on a appris peut-être à porter des masques. Et aujourd'hui, c'est peut-être un processus de redécouverte, tu sais, de qui on est vraiment, parce que pour être authentique avec soi-même, il faut savoir qui on est vraiment. Et ça nous demande du courage aussi, hein, parce que des fois, ça se peut qu'on déplaise temporairement. Donc, toi, dans les affaires, parce que tu sers une communauté d'affaires dans ton droit principalement, je crois, pourquoi c'est important d'être authentique en affaires? Encore une fois, pour vraiment plusieurs raisons. La première raison, je pense, c'est d'être bien dans son environnement, d'être authentique en affaires. Je pense que c'est autant comme si on est employé dans notre entreprise, si on est entrepreneur, c'est avec les autres, c'est dans notre milieu de travail, donc notre milieu professionnel. Donc, si on veut être bien, je pense qu'on n'a pas le choix d'être authentique. Puis encore une fois, donc, parce que, tu sais, jouer un personnage, c'est fatigant. Comme tu dis, porter des masques. Porter des masques, c'est fatigant.
Et si on veut vraiment être bien, je pense que c'est la première base d'être authentique. Ça va nous aider à faire des choix, des bons choix pour nous qui vont faire qu'on va être sur notre X, qu'on va être à la bonne place ou qu'on doit être dans la vie. Si on n'a jamais fait d'exercice vraiment d'introspection, de savoir qu'est-ce qu'on voulait faire vraiment dans la vie, c'est quoi notre place dans la vie, dans le fond. Mais si on n'est pas connecté à nous vraiment, mais ça se peut qu'on soit dans une profession depuis des années qui ne nous représente pas, puis qu'on a mis un masque, puis on y va, puis on se dit, c'est pas grave, je vais chasser, pêcher, puis je fais du sport, j'aime ça, mais ma job, maudit, il y en a beaucoup qui disaient ça, là, ma job, c'est une job, c'est mon 40 heures. Mais ils sont peut-être pas, justement, ils sont peut-être juste pas à la bonne place. Donc, quand on disait tantôt, on a fait le travail intérieur, pourquoi on est sur Terre? Moi, je suis sur Terre pour aider les autres. C'est ça qui me drive. Fait que j'ai besoin que dans ma job, comme avocate en droit des affaires, de me sentir utile, de sentir que je les aide. Donc, je suis connectée là-dessus. Et là, après ça, je l'exprime en étant, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, et faire vraiment donc le bon métier. Puis ensuite, pour réussir, parce qu'on le dit souvent, il y en a qui vont dire c'est quoi la clé du succès, il y en a qui vont dire faire de l'argent, pourquoi tu fais de l'argent versus d'autres qui n'en font pas, ben, c'est parce que c'est rarement l'argent, hein, le but ultime, c'est d'être heureux, d'être à bonne place. Et que si on est authentique, on est bien, on est heureux, on est sur notre X, on a beaucoup plus de chances de réussir. Donc, réussir, là, c'est large aussi. C'est réussir ses relations d'affaires. Moi, je le vois beaucoup là, en tant que justement avocate en droit des affaires, des litiges entre actionnaires, des conflits donc entre actionnaires, qui souvent partent d'une mauvaise communication. Ça va partir qu'un des associés n'était pas nécessairement transparent, ouvert. Il n'était pas nécessairement il a voulu plaire, il n'a pas tout dit. Il a accepté beaucoup, mais à un moment donné, il est tanné d'accepter. Moi, quand je fais des conventions d'actionnaires avec des clients, je me dis des fois, j'ai l'impression que je suis une marieuse. Puis si autour de la table, je vois qu'il y a des gens qui ne s'ouvrent pas, je me dis, je vais essayer de gratter qu'ils s'ouvrent. C'est sûr que je ne peux pas le faire pour eux à 100% l'exercice, c'est évident, mais des fois, je le sens. Puis quand je vois qu'il y a des gens autour de la table qui sont justement, qui ont un masque, qui ont une barrière, qui ne sont pas assez authentiques, souvent l'association finit par chier, si vous me permettez l'expression. Donc, comme dans un mariage. Oui, ben c'est ça, exact. C'est la même chose, hein? Mais tu sais, on le reproduit aussi avec nos employés. Moi, j'ai un de mes employés à un moment donné qui me dit, je m'étais montrée vulnérable, il m'a dit, Crime Sylvie, j'aime ça, parce que ça te rend humaine. Parce que, tu sais, si on projette l'image d'être tout le temps le couteau entre les dents, tout le temps en forme, tout le temps mettre sa job au premier plan, il n'y a jamais rien qui nous arrête, il n'y a jamais rien qui nous démotive ou peu importe. Ben, des fois, ça crée une distance avec nos employés aussi, là, qui se disent, ben là, moi, je n'arriverai jamais à être aussi performante que ma boss. Fait que ça me démotive. Alors que dans les cas, on est tous des humains, on a tous des up and down. Donc, en le montrant, notre vulnérabilité, en étant authentique, ça rapproche. Moi, je trouve que ça a vraiment développé des belles relations avec mes employés. Puis aussi, ça m'a quand je dis ma vulnérabilité, c'est aussi de leur dire je ne suis vraiment pas la meilleure boss au monde. Je n'ai pas appris à l'école à être boss. On l'apprend, moi, je l'apprends à l'école de la vie. Puis c'est challengeant, là, être patron, là, l'importance de communiquer, l'importance de coacher sa gang, travailler avec leurs forces, travailler sur leurs faiblesses. Moi, honnêtement, c'est mon plus gros challenge actuellement. Depuis des années, c'est mon plus gros challenge de devenir une meilleure patronne. Donc, c'est en étant authentique, en le disant, moi, je le dis à mes employés, je ne suis vraiment pas la meilleure. Je travaille là-dessus, aidez-moi à m'améliorer. Donc, si je n'étais pas authentique, probablement que je mettrais une carapace, je me dirais, je suis dans mon rôle d'employeur, tu sais, comme ça que ça se passe, puis, je donne les ordres. C'est un feeling, là, mais donc, c'est en montrant ce côté-là. Fait que, autant avec les associés, les employés, les clients. Choisir ses clients. Moi, une de mes valeurs, c'est de me faire respecter. Fait que si je sens qu'il y a un client qui peut en faire avec moi, mais il ne voit pas la plus-value d'un avocat. Un avocat, pour lui, c'est une dépense, ça le fait chier. Il n'écoutera pas mes conseils. Puis, moi, si je veux être utile, je veux me sentir respectée, je veux me sentir que j'ai une place pour lui dans sa vie, que je ne suis pas une dépense ou un mal nécessaire. Puis, fait que ça permet, quand on est authentique, justement de se respecter là-dedans puis de dire, je dis non à tel client, je dis non à telle situation aussi parce que ce n'est pas en lien avec mes valeurs. Est-ce que notre authenticité permet aux autres de l'être aussi? On parle d'une dynamique d'équipe, parce que nous, on montre l'exemple et le syndrome que tu appelles du
du patron ou du leader super-héros, là, tu sais, qui est invincible. Puis les femmes ont souvent ce rôle-là à jouer quand ils jouent plusieurs rôles dans la vie comme les hommes. Puis à un moment donné, ben, quand on ouvre un peu notre cœur, puis on démontre que nous, si on a des défis, mais ça permet peut-être aux autres de l'être aussi. Ça pourrait peut-être améliorer la performance de l'équipe. Ben vraiment, moi, ça, je l'ai vraiment vécu. Je pense que c'est peut-être pour ça que ça me parle aussi beaucoup, le sujet de l'authenticité. C'est que dans ma vie personnelle, entre autres, tout ce que j'ai dit depuis le début, je pense que je l'ai déjà quand même vécu là, à différents niveaux. Tu parlais d'enfance tantôt, mais moi, je viens d'un milieu familial où on ne se plaint pas. Il ne faut pas se plaindre. Si on se plaint, on est... C'est ça. Donc, j'ai appris beaucoup à me mettre une carapace dès mon jeune âge, moi, où tout devait bien aller, je souriais, je ponçais, puis j'accumulais. Hein. Tout ne peut pas bien aller dans la vie. Fait j'accumulais, je mettais ça dans ma marmite. Puis à un moment donné, mais vu que j'accumulais aussi, je n'étais pas connectée avec moi-même du tout. Je n'étais pas connectée. Là. Je veux dire, je mettais toutes mes mauvaises expériences, je les mettais dans ma marmite, je fermais ça. Fait que les gens autour de moi, ils ne s'ouvraient pas à moi. C'était rare que les gens ils venaient pour parler de leurs problèmes parce que moi, mes amis me l'ont dit plus tard, c'était Sylvie, tout va toujours bien avec elle, tout est toujours positif. Fait que quand eux n'allaient pas bien, mais ils n'allaient pas m'en parler à moi. Ils ne se sentaient pas. Encore là, c'était le côté super woman, super personne, que dans sa vie, il n'y a rien qui arrive, fait qu'ils n'ont pas le goût. Fait que sans m'en rendre compte, je me permets des opportunités d'ouverture. C'est à 30 ans, en fait, c'est à 30 ans que j'ai eu un litige parce que je me suis déjà associée, ça marchait plus bien avec mon associé. Après 5 semaines d'association, c'était en train de finir. Fait que j'étais en char, puis là, ça allait pas bien avec mon chum, ça faisait des mois que ça allait pas bien avec lui, puis là, avec mon associé, c'était comme vraiment challengeant. Fait que là, je m'en souviens, j'étais en char, puis j'ai failli faire une rage au volant. Là. J'avais le goût de crier dans mon char. J'étais comme ah! Puis j'ai dit, OK, là, ça va pas. Là, j'étais en train d'exploser. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est assez. Fait que là, en mode solution comme je suis, j'ai appelé un psychologue. J'ai besoin, je pense, de parler à quelqu'un. J'allais voir un psychologue. Puis, dans le fond, c'est là qu'il me l'a expliqué, la marmite et tout ça. Il m'a expliqué, mais tu vis rien, tu gardes tout en dedans, mais là, ta marmite est en train d'exploser. Elle a dit, là, Sylvie, t'en as assez mis dedans. Là, ça y est, là. Fait que là, j'ai fait un exercice avec le psychologue de revenir sur tous les éléments marquants qui peuvent me revenir dans mon passé, les vivre ces émotions-là. J'écrivais, c'était un processus, moi, ça m'aidait à les vivre, de les écrire. Fait que j'écrivais des vécus de mon enfance. J'ai pleuré du vieux stock, tout, là. Puis j'ai tout revécu. Et quand je l'ai fait, là, j'ai commencé à compter cette expérience-là aux gens. Compter mon enfance, compter plusieurs aspects de ma vie. Puis là, c'est là que les gens se sont mis à s'ouvrir et m'ont dit ça. Mais là, Sylvie, on ne disait jamais rien parce que tu ne nous as jamais parlé de ce passé-là, tu ne nous as jamais parlé de ça. Fait que ça a été une révélation là, pour moi que quand on s'ouvre aux gens, les gens s'ouvrent. Ça dans tous les aspects. Donc, une longue réponse, hein? Ben, c'est une très belle réponse. Donc, ça a pris une crise, une genre de crise là, dans ta vie là, tu sais, pour t'ouvrir, dans le fond. Puis, évidemment, tu es une personne complètement différente depuis ce temps-là. Là, tu sais, je te vois là, comment tu parles, puis ça m'inspire. Tu as effleuré le sujet tantôt, mais je vais poser la question quand même. Tu vas sûrement rajouter là-dessus. Quand toi, tu choisis d'être authentique comme femme d'affaires, comment ça se traduit dans l'image de ton entreprise? Hein, parce que tu choisis de servir une certaine genre de clientèle, puis aussi dans ton développement d'affaires. Tu as référé un peu à ça tantôt par rapport à certains clients. Mais... Oui. Ben, ça aussi, ça a été un exercice difficile, honnêtement, parce que, encore là, c'est un milieu protocolaire. Au début, moi, j'ai été employée pendant 3 ans dans des bureaux d'avocats, puis je n'étais pas connectée du tout à ma personnalité, parce que j'avais l'impression que je ne pouvais pas l'être. En plus, moi, je suis beauceronne, puis ça a été mon premier élément. Là. En fait, moi, quand j'ai fait... Normalement, il rit. J'aime ça voir vos visages, hein, c'est le fun d'avoir les caméras. J'invite les gens qui ne l'ont pas ouvert de nous manger dans la face, hein, c'est correct. Mais c'est ça, donc moi, je sentais que d'être avocate, c'est ça, on est dans un carcan. Je ne voulais pas avoir l'air d'avoir un accent beauceron. Dans ma tête, ça ne fitait pas avec le fait d'être avocat. Dire des mots en anglais, c'est fité. C'est juste faire attention à son langage. Fait que mes premières jobs, là, j'avais un veston trop grand, des chaussures LED, je pensais que genre c'était ça qu'il fallait faire. Parce que quand j'allais dans des 5 à 7, j'étais hyper nerveuse, mais parce que j'avais l'impression que j'étais vraiment en représentation. Là. Je venais, Sylvie, avocate. Je pense que mon boss veut que je vienne dans les 5 à 7. Je dois parler à du monde, je dois vendre le bureau. Puis que, en tout cas, ça me mettait du stress là, énorme. Fait que j'ai commencé par quitter. Ça a été un autre élément déclencheur. C'est quand je me suis rendue compte que j'étais vraiment plus heureuse comme employée.
J'arrivais chez nous le soir démotivée. J'ai pensé quitter le droit carrément en me disant non, le droit, c'est pas fait pour moi. Il manquait le côté humain, là, je trouvais, du droit. J'étais vraiment découragée. Puis là, mon ami, mon chum, en fait, de l'époque, qui était entrepreneur, m'a dit Sylvie, t'as pas pensé de te lancer à ton compte? Puis là, j'ai dit ouais, je vais l'essayer. Tu sais. Je me suis lancée à mon compte à ce moment-là. Et peu à peu, justement, juste le fait de faire l'acte de me lancer à mon compte, déjà, je m'assumais un peu. Ça a été le premier acte, mais ça a quand même pris des années avant que je laisse aller de plus en plus mes couleurs. Donc, entre autres, me faire tatouer. Moi, j'ai des tatous, là. J'ai des tatous en dessous des bras. Merci, j'ai un tatou. Mon premier tatou, ça a été une note de musique sur le poignet. Tu sais, juste le fait de le faire, j'ai tout fait faire mes tatous sur le tard, là, parce que justement, je voulais être avocate et tout. Mais mon tatou ici, là, quand je l'ai fait faire, j'étais à mon compte, j'étais comme, comment ça va être perçu, une avocate tatouée? Dans ma tête, là, déjà, il y avait comme une barrière de société qu'on ne pouvait pas être tatoué, les avocats. Donc, quand je me suis fait tatouer, je me suis acheté des grosses montres en me disant, je vais les cacher quand je vais avoir des rendez-vous clients. Fait que, tu vois comment c'était pas tant assumé, hein? J'y pense maintenant, puis comme, ça fait 10 ans de ça, puis je suis comme, c'est n'importe quoi. Mais à l'époque, pour moi, ça, c'était déjà, il fallait que je casse un peu ce moule-là que dans ma tête. C'est des moules, hein, qu'on se met. On se dit qu'il faut être de telle façon qu'on se force à l'être, mais c'est ça. Fait que j'ai commencé à le casser, puis là, petit, ben, c'est le premier geste. Ensuite, ben, d'avoir mon site web, Vigie, rouge, des couleurs dynamiques. Commencer à prendre des photos. On a commencé à prendre des photos plus drôles, avec des masques. On a commencé à déconner sur nos photos. Puis là, j'ai eu une bonne réponse des gens. Et là, plus que je voyais que, ben regarde, je peux être moi-même, je peux montrer mes couleurs, puis ça ne nuit pas à mes affaires, bien au contraire. Les gens aiment ça, j'ai des bons commentaires, mais je me dis comme je peux, dans le fond, être moi-même. Donc, c'est des petits gestes comme ça et je suis convaincue que je ne suis pas encore dans, mettons, mon image de marque Vigie n'est pas encore à 100%. Là, elle va continuer à évoluer, je pense, dans ces couleurs-là. Puis le développement des affaires aussi, dans mon développement des affaires, je vais m'associer souvent à des gens qui ont les mêmes mentalités que moi, comme J'entreprends Québec, entre autres. Je suis impliquée avec J'entreprends Québec parce qu'ils font des activités très colorées. Pour ceux qui ne connaissent pas J'entreprends Québec, à Québec, là, c'est un organisme sans but lucratif, beaucoup subventionné par la Ville de Québec. Donc, il organise des activités rassembleurs avec plusieurs acteurs d'une communauté. Exemple, la santé. Ils vont mettre des scientifiques, ils vont mettre du monde en design, mais spécialisé en santé. Donc, plusieurs acteurs de la santé ensemble pour organiser des activités super colorées qui sortent de la zone de confort des gens. Donc, moi, ça m'a parlé beaucoup parce que là, ça a fait crime, je m'associe à eux parce qu'eux, ils montrent ce côté-là qu'on peut être flyé, on peut avoir du fun, on peut réseauter autrement. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, mais pour moi, c'est important donc que mon développement des affaires, effectivement, soit à mes couleurs. Ça, j'ai eu un élément déclencheur aussi par rapport à ça, sur le développement des affaires et le côté d'être authentique. J'avais assisté à une conférence de Sylvain Boudreau, qui va te faire voir le moyen et tout. Puis lui, dans sa conférence, il avait dit, quand tu développes tes affaires, sois sympathique et professionnel. Il dit professionnel, là, c'est la base. Tout le monde a besoin d'être professionnel, ça, c'est la base. Fait que j'en parlerai pas, c'est la base. Puis après ça, il avait parlé être sympathique. Moi, ça avait vraiment été un élément déclencheur, parce que je m'étais dit, je suis sympathique, moi, dans la vie. Pourquoi ça fait des années que ça faisait des années là, que je faisais du développement des affaires puis j'étais pas tant sympathique parce que je me sentais dans mon carcan. Fait que là, à partir de là, j'ai fait non, là, je vais commencer à être moi-même. Fait que j'ai commencé à faire des jokes, j'ai commencé, tu sais. Fait que des fois, là, c'est ça, t'entends une phrase comme ça, tu te dis, j'ai le droit, dans le fond. Ben, c'est super ce que tu dis parce qu'une de mes questions, c'était, tu sais, des fois, en début de carrière, quand on est plus jeune, on met de côté une partie de nous-mêmes. Tu sais, qu'un jour, pour différentes raisons, on retrouve. Toi, ça s'est passé à 30 ans pour différentes raisons. Donc, c'était quoi les parties de toi que tu avais laissées de côté, que tu as retrouvées et que tu te permets d'affirmer aujourd'hui? Beaucoup mon côté leader aussi, parce que moi, quand j'étais jeune, là, j'étais une leader naturelle. J'étais la gang, j'étais la tête de ma gang. On était 10 amis. Puis je dis souvent l'exemple du monde pour expliquer. Si on allait dehors à la pause, c'était parce que Sylvie l'avait choisi. Si on rentrait de la pause, c'est parce que Sylvie l'avait choisi. C'était vraiment là, la leader. Je faisais du théâtre, j'étais quand même connue, j'étais populaire. Puis, mais c'était un leader charismatique, mais quand même autoritaire. Je viens de la Beauce, comme je disais tantôt, mais en Beauce, on n'a pas peur de crier, japper, cogner. Quand je suis arrivée à Québec, j'ai perdu beaucoup ce côté-là.
Parce que quand j'ai commencé, on dirait à vouloir le faire, d'être comme, je ne sais pas, rester moi-même, en fait, je sais pas. Mais c'était mal vu parce que les gens, je me faisais des fois dire que j'étais trop autoritaire, trop directe, peut-être même trop franche des fois, manquer de tact. Fait que ça a pris. Fait que là, à un moment donné, je me suis comme effacée, puis j'ai dit, à Québec, c'est pas comme ça que ça se passe, il faut vraiment que je m'adoucisse. Ça, c'est un jour, quelqu'un m'a dit, des années plus tard, quelqu'un à un moment donné m'avait dit ça, il m'a dit, ah, toi, t'es toute douce et genre quasiment réservée. Puis là, j'ai fait, douce et réservée, genre, tu sais, genre, encore, what the fuck, tu sais, c'est pas moi, ça. Tu sais, fait que j'ai réalisé que j'avais vraiment perdu quand même beaucoup de mon essence. Et c'était juste dans la façon, encore une fois, de le communiquer. Et depuis quelques années, je trouve que là, je le retrouve, ce côté-là, leader, plus assumé, plus rassembleur. Fait que j'ai réussi à l'affirmer, mais je l'avais perdu pendant un bout. En pensant encore une fois que peut-être qu'il fallait juste que je le fine-tune, mais j'étais comme en train de passer à côté complètement. Mon côté aussi, justement, très humaine, très relationnelle. Comme je disais tantôt, quand j'étais avocate, moi, j'ai fait mon stage chez Pascal Martineau, qui est un grand cabinet là, au Québec et au Canada. Fait que quand j'ai fait mon stage chez Pascal Martineau, on vous voyait tout le monde. On était tout le monde était très protocolaire, ça a quand même pris plusieurs années avant que je décide que je pouvais ne pas vous voyer mes clients. Là. Honnêtement, au début, ça faisait encore partie dans ma tête de il faut que c'est comme ça que ça marche. Fait que je vous voyais même des clients jeunes. Tu as ta petite voix en dedans de toi qui dit, il me semble que je devrais la tutoyer, cette personne-là, mais je ne le faisais pas. Fait que ça a pris des années avant d'assumer, de dire, là, je vais faire confiance à mon feeling. Là. Je vous vois les personnes que je sens que c'est nécessaire de tutoyer, évidemment. Et je tutoie. Tu sais, ça, c'est un point qu'on n'a pas parlé, mais tout le temps là, hein, je pense que la ligne est... Quand je faisais ma réflexion pour le webinaire aujourd'hui, j'ai pensé à Catherine Dorion. Tout le monde va se rappeler, je pense, de Catherine Dorion qui a fait un scandale un peu avec son coton ouaté, ses jeans. Tu sais, je pensais à elle, parce que moi, j'avais eu besoin de m'exprimer sur les réseaux sociaux quand ça a fait un scandale, parce que je me disais, c'est vrai que c'est important d'être authentique, d'être soi-même, de projeter, comme on disait. Mais il y a quand même un cadre social et je pense que le message qu'on veut porter, qu'on veut donner est plus important. C'est quand même des fois que le véhicule. Donc, c'est pour ça que même moi, je ne veux pas que les gens pensent que Sylvie est authentique et c'est ça, mais il faut que ça soit porteur. Il ne faut pas que ça me nuise à nos affaires. Je le disais tantôt, Vigie, je suis allée par étapes sur le branding, je vais encore par étapes. Parce qu'il ne faut pas non plus se limiter, il ne faut pas que ça soit vu comme la Sylvie n'est pas professionnelle ou son bureau n'est pas professionnel ou ça l'attaque certaines personnes. Je pense que c'est là des fois la difficulté entre être pleinement authentique, mais en s'adaptant à cette société, à notre société. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane. J'allais dire, notre authenticité ne nous empêche pas d'avoir de la classe. Tu sais. Je veux dire, non, mais puis j'ai rien contre Catherine Dorion. C'est pas ça le message, mais c'est le point, c'est on doit s'adapter à la clientèle qu'on veut servir, les gens, tu sais, puis il y a une certaine décorum là, tu sais, qu'on doit avoir. Justement, j'ai une question, tu sais, il y a évidemment beaucoup, beaucoup plus de femmes dans les affaires qu'il n'y en a jamais eu, tu sais, puis c'est en croissance. Mais malheureusement, je pense qu'on a encore du travail à faire. C'est un monde beaucoup masculin encore. Il y a encore beaucoup d'énergie masculine dans les affaires. Est-ce que c'est plus difficile pour une femme d'être authentique? Parce que souvent, tu sais, il y a le côté féminin qui peut être vu comme étant une faiblesse pour certains hommes. Comment tu vois ça, toi? Peut-être parce que c'est différent, parce que tu es beau scan. Ben, moi, j'ai jamais vu ça. Je pense pas que ça a un lien. Je pense pas que c'est plus difficile d'être authentique en tant que femme ou en tant qu'homme. Ça, je pense pas. Je pense pas que c'est plus difficile. Moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'était d'avoir l'air jeune, mettons, dans mon développement des affaires. Parce que je suis une personne qui a l'air jeune, puis quand je suis partie à mon compte, j'avais 3 ans d'expérience, puis je devais expliquer mes années. Je disais upfront mes années d'expérience quand je réseautais, parce que c'est ça que je trouvais plus difficile. C'est m'est arrivé de rencontrer des hommes un peu plus âgés, puis on dirait que la petite fille qui a l'air jeune, qui est partie à son compte, est bien cute, mais on ne fera pas affaire avec. Fait que de prouver que non, j'avais la crédibilité, la compétence, l'expérience. Mais moi, ça a tout le temps été plus ça. Fait que je ne l'ai pas vraiment vécu. Moi, Parfait. ouais.
Bien, souvent, c'est des paradigmes, puis c'est comment les autres nous voient, mais comment nous, on se voit aussi, tu sais. Fait que là, toi, c'était par rapport à l'âge, puis ça, c'est un peu normal, tu sais, dans un monde, c'est une personne qui a 20 ou 30 ans plus vieille que toi, mais tu te sens le besoin de te justifier, mais si tu ne l'as pas senti au niveau du féminin, c'était tant mieux. Euh, Tu sais, comme femme d'affaires, tu prends plein de décisions à tous les jours. Comment ton intensité t'aide-t-elle à prendre tes décisions? En fait, c'est sûr que ça m'aide parce que quand on est connecté, qu'on sait pourquoi on fait les choses, justement. Pourquoi on fait les choses, c'est quoi nos valeurs, ben, on peut tout le temps se référer à ça, puis ça devient naturellement, hein, c'est intuitif, ça. Les valeurs, moi j'ai appris, j'avais lu ça quelque part à un moment donné, que tu sais c'est quoi tes valeurs par ta façon de réagir quand il arrive quelque chose, un événement quelconque d'une vie, tu vas réagir fortement parce que ça va venir attaquer une de tes valeurs. C'est une bonne façon. Fait que c'est vrai, tu sais, quand tu es authentique, c'est naturel, tu es connecté, fait que tu vas juste te retrouver à la source, tu vas prendre tes décisions d'affaires dans cette source-là. Si tu n'es pas authentique, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'auras pas de référent d'intuitif, là. Ça va être basé sur qu'est-ce que les gens attendent de moi, qu'est-ce que la société attend de moi, c'est quoi qui paraîtrait mieux, fait que je pense que c'est beaucoup plus difficile de prendre des décisions d'affaires justement quand tu n'es pas authentique versus quand tu es connecté et ça devient un peu intuitif. Oui, parce qu'il y a, il y a- il y a- il y a- il y a- il y a une façon beaucoup plus naturelle de prendre des décisions parce qu'on n'a pas besoin de réinventer. On écoute souvent notre ressenti. Puis ça m'amène à une autre question. Nos émotions sont très importantes. Tu as vécu quelque chose à 30 ans parce que tu renflouais des choses, là, tu le laisses sortir. Mais comment nos émotions peuvent peut-être appuyer notre authenticité? Ben, tu sais, un peu avec ce que je disais tantôt, de l'importance d'avoir confiance en soi, de ne pas avoir peur d'être rejeté. Ça, c'est déjà des émotions. Là, si la peur du rejet, si c'est ça qui te bloque, je pense que je pense qu'il faut se dire, c'est justement, c'est quoi, qui je suis, c'est quoi le message que je veux faire passer, c'est comment, tu sais, c'est quoi mes valeurs, puis après ça, ben oui, les regarder, ces émotions qu'on peut vivre, puis voir, tu sais, sont-ils là pour porter notre cause, ces émotions-là, ou sont là par des réflexes encore, justement, d'avoir peur d'être différent, d'avoir peur de brusquer. Je pense qu'il y a beaucoup de peur là-dedans, dans ces émotions-là, qui pourraient nous empêcher d'être authentiques. Mais tu sais, ça, c'est clair. Là, je veux dire, même moi, là, des fois, je suis quelqu'un de spontané, puis de plus en plus ouverte à partager, des fois, mes expériences, mon vécu, peu importe. Puis des fois encore, j'arrive le soir chez nous, puis je me dis, il me semble que je me suis donc bien dévoilée, tu sais, il me semble que j'en ai dit beaucoup, tu sais. Normand, tu peux parler. Moi, je te permets. Je ne veux pas voler le show à Steph, mais tu parles beaucoup. Puis je garde mes questions pour la fin. J'ai trop de respect pour toi, Sylvie. On y arrive, Normand, ça ne sera pas là. Okay. Parce qu'il était comme ça, genre. D'accord. Mais dans le fond, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, tu te dis, mais tu sais, je le sais qu'après ça, c'est se faire confiance. Mais encore aujourd'hui, c'est ça. Ça se fera jamais. Tu sais, il y a des moments qu'on est plus fatigué aussi, qu'on a moins confiance, on reçoit des critiques négatives, on se remet en question beaucoup. Là, tu sais, je veux dire, c'est humain, ça aussi. Mais moi, des fois, j'ai cette crainte-là. Je suis tellement passée, on dirait, d'un extrême de rien dire, de tout le temps, tu sais, que là, des fois, je me confie, puis je me dis, j'en reviens pas, mais c'est parce que aussi, je repense, tu sais, là, j'ai 39 ans, puis je pense que des fois, c'est juste que je repense à la fille de 25 ans, puis je me dis, et que cette Sylvie-là n'aurait jamais parlé de ça, là, tu sais, puis là, j'en parle, mais fait que je pense que c'est ça aussi, des fois, que c'est encore de la misère. L'expérience aussi, la confiance en soi qui vient avec les années, tu sais, puis je pense que l'authenticité, c'est un voyage qu'on fait. Et à un moment donné, on ne tourne plus en arrière, tu sais, parce qu'on n'a plus besoin de se souvenir quel masque on porte avec qui. On fait juste être qui on est, tu sais, puis je pense qu'on dort plus en paix. On dit, ben moi, je suis comme je suis, tu sais, puis on se développe comme personne. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'adapte pas à nos clients ou aux gens avec qui on est en interaction. Peut-être une dernière question avant qu'on ouvre la parole à Normand puis à tous les gens qui sont avec nous. Si tu avais un conseil à donner, quelqu'un dit, écoute, là, moi, je veux faire un voyage sur le vie d'authenticité, je commence par où? C'est une très bonne question, là. Ben, je pense qu'il faut commencer, ben, comme on dit, de faire un travail introspectif sur soi-même. Ça part de l'intérieur. Puis, faut pas, tu sais, j'en parlais tantôt avec mon psychologue et tout, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide aussi si on a l'impression qu'on a quelque chose en dedans de nous qui nous dit qu'on n'est peut-être pas authentique à 100%. C'est pas mauvais de demander la question à ses amis aussi. Parce que moi, avant mon 30 ans, là, avant mon crush, ben, j'avais un de mes amis de gars qui me l'avait dit, qui sentait que j'avais une façade. Puis, fait que, tu sais,
je pense que les gens qui ne sont pas 100% authentiques, qui ne sont pas connectés à eux-mêmes, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui, ça se peut très bien ça c'est sorti. T'sais, on l'a entendu, c'est resté dedans de nous, on n'a pas pris acte tout de suite, là, mais moi, je m'en souviens encore très bien de la fois que quelqu'un m'avait dit ça. J'ai fait, ah, ouais, c'est bien bizarre que je dégage cette image-là, mais il avait raison. Fait que, je pense que ça peut être intéressant comme exercice de tenter son entourage, faire un travail introspectif, pas avoir peur de consulter. Puis, comme tu dis, se dire que c'est un chemin. Puis après ça, ça va juste aller en. Après ça, on le sait, là, c'est une programmation. Là. Après ça, on reçoit du bon, on reçoit, comme j'en parlais tantôt, la réussite. Moi, je pense que ma réussite, entre autres professionnelle, est directement liée à mon authenticité. Fait que plus tu as des facteurs de réussite, plus ça va bien, plus tu es encouragé, plus tu vas juste avoir le goût de continuer dans cette voie-là. Bien, clairement. Puis, tu sais, je fais du pouce sur ce que tu as dit tantôt. Dans l'introspection, on peut aussi considérer nos valeurs. Tu sais, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Et parce que souvent, c'est des sources de déclenchement, hein, des sources de joie, mais des sources de déclenchement. Donc, on peut peut-être aller les évaluer puis dire, mais comment je les vis au quotidien et comment je choisis de les vivre? Parce qu'une fois qu'on connaît nos valeurs, on est souvent testé. Hein. On est souvent testé par des choix qu'on doit faire. Est-ce que je les honore ou pas? Puis, ça peut vraiment nous aider au niveau des affaires. Bien, merci Sylvie. Je ne sais pas si ça tente, on pourrait ouvrir la parole aux gens. S'il y a des questions des gens, des commentaires, on pourrait faire un exercice de co-création. Peut-être commencer par Normand qui avait levé les deux mains tantôt. Normand, tu es en mute. Oui, OK. Vas-y. Tu m'entends? Oui, on t'entend. Steph, merci d'avoir invité Sylvie. Et Sylvie, tu m'as fait réagir. Et je commence en te disant que je donne une formation à Judicio, une compagnie d'avocats à Brossard. Je ne sais pas si tu connais Judicio. Puis eux, il faut sont dans litige, justement, Alexandre Bro. Puis j'ai le même, en tout cas, j'ai un problème, puis Stéphane me connaît depuis plusieurs. J'ai un bagage d'ingénieur, puis j'étais aseptisé parce qu'il fallait que je cadre, dans le fond, pour les pétrolières, des grosses compagnies comme ça, fait travailler pour Bombardier. Puis j'essayais d'aseptiser, puis j'avais le choix de m'affirmer ou de me l'affermer. Puis à un moment donné, je n'étais plus capable. Puis ça a craqué en dedans de moi, puis j'ai eu des gros problèmes. Puis c'est là, en fait, qu'à un moment donné, je me suis dit, il fallait que je casse mon humour, mon intensité, ma passion. Puis j'essayais de choquer ça. Puis à un moment donné, je me suis dit non. Là, j'ai parti ma compagnie en formateur, auteur, coach. Puis je me suis retrouvé. Mais tu disais tantôt que tu avais peur de te dévoiler. Tu sais, on a peur de trop se dévoiler. Puis souvent, dans mes formations de coaching, je me dis, moi, il faut qu'on parle de soi, il faut qu'on fasse un pacing synchro, mais on se dévoile trop. Puis j'ai tout le temps la peur de trop me dévoiler. Mais j'ai une question pour toi, Sylvie. Est-ce que ça t'arrive encore? Puis c'est une grosse question, là. Est-ce que ça t'arrive encore d'avoir tendance à aseptiser Sylvie, à la choquer encore? Est-ce que ça t'arrive des fois dans certains dossiers, oui, Steph, tu as raison, il y a le respect, puis il y a quand même des règles mais moi, je sais bien que j'ai encore le problème à 64 ans à aseptiser une partie de Normand par mes peurs, peur de déplaire, peur de choquer. Bien, ça part de la confiance en soi. Je pense vraiment. En tout cas, moi, c'est comment je le vis. Là. Comme je disais tantôt, je suis loin d'être une experte. Là. Mais moi, selon moi, ça part de la confiance en soi dans le sens qu'en affaires, je suis vraiment affirmée, authentique, sûre de moi. Je ne suis pas atteinte par des commentaires négatifs. Quelqu'un qui ne serait pas content pour X raison, c'est comme, je vais y en parler avec lui, mais ça ne m'atteindra pas. Je ne le prends pas personnel du tout en affaires, je ne prends vraiment pas personnel. Et pour moi, c'est hyper important de me faire respecter et que les membres de mon équipe soient respectés. Ça, c'est une valeur au bureau. Et je n'ai pas peur des fois de prendre le lead dans des dossiers quand mes avocats à l'interne, ils se font bardasser, ils sont pas en train de se faire respecter, mais moi, je rentre au dossier, puis que ce soit un client, en fait, je vais mettre carte sur table que si tu veux rester client chez Vigie, tu respectes ma gang. Là, wow. Donc, côté professionnel, honnêtement, j'ai l'impression que je suis vraiment très authentique. Puis j'ai pas peur de l'être. C'est plus mon côté personnel, moi, qui va me remettre en question. Tu sais, tantôt, quand je dis me trop me dévoiler, mais là, c'est dans mon côté personnel. Là, je suis comme, ouais, tu sais. Mais j'ai moins confiance en moi dans mon côté personnel. Donc, je suis pas mal. C'est pour ça que je fais le lien entre les deux. Puis que je me dis que j'ai encore du travail, oui, à faire côté personnel, mais c'est beaucoup. Je me suis quand même améliorée, puis je continue à m'améliorer. Merci de partager tout ça. Merci beaucoup. Hein. Wow. Merci, Normand. Merci, Sylvie. On a Jean-François qui a une question. Et Aurélia aussi. Ben, j'ai levé la main virtuellement, là, mais je pense qu'Aurélia l'avait levé avant moi, fait que si tu veux y aller. Hein?
D'abord, Sylvie, je tiens à te reconnaître. Je te regarde aller depuis quelque temps. Jeune personnalité d'affaires, tu es en nomination ici à Québec, puis très inspirant ton message aujourd'hui. On a quelques éléments communs. D'abord, je suis beauceron, moi aussi. J'ai étudié en droit avant de quitter la pratique du droit au début des années 2000. Bravo pour ton cheminement. Tu es forte parce que moi, je n'ai pas réussi à toffer cette pratique-là. Écoute, j'aurais une question pour toi. Nos systèmes, là, actuellement, sont testés, sont challengés beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est que notre système de justice, entre autres, notre système d'éducation, notre système de la santé. Est-ce que tu crois que l'authenticité, la vulnérabilité peuvent en quelque sorte contribuer à soulager certaines problématiques qu'on peut retrouver aujourd'hui? En fait, tu sais, des fois, il y a des gens qui chicanent pour un lave-vaisselle, tu sais, en droit familial, par exemple. Mhm. Au niveau du système de la santé, tu parlais d'aller consulter, tu sais, tu parles de ton parcours avec un psychologue. C'est très tabou, hein, la santé mentale. C'est quoi ton opinion face à tout ça? Est-ce que cette authenticité-là, cette vulnérabilité-là peuvent contribuer finalement à un monde meilleur dans le prochain quart de siècle, tiens? Oui, en fait, oui, je pense que oui. Je pense que tout à fait. Tu sais, entre autres, tu parles du système de justice, mais de plus en plus, la médiation est recommandée pour que justement les gens se parlent, s'ouvrent devant une personne neutre qui va être le médiateur. C'était pas aussi populaire avant. Là, ça fait à peu près 5 ans, depuis 2016, il me semble que c'est beaucoup plus mis de l'avant, beaucoup plus favorisé. Tu fais juste aller aux petites créances maintenant, puis le juge va te demander 4 fois si tu es allé en médiation avant, il va quasiment te forcer à y aller avant l'audition, là, parce qu'ils veulent que les gens se parlent. Mais ça reste que, des fois, il y a des gens qui ne sont pas parlables, c'est plate à dire, mais là, ça ne se réglera pas. Mais c'est sûr que c'est un processus qui a été mis en place pour éviter ça. Moi, c'est sûr que je suis en droit des affaires, je suis plus en mode, j'essaie d'être plus en mode prévention, et justement d'essayer de soulever des points. De se connaître soi-même, connaître ses associés. J'ai un chapitre dans mon livre, dans mon deuxième livre là-dessus, là, maximiser la valeur de son entreprise. J'ai un chapitre sur les bienfaits d'avoir une bonne équipe de gestion avec plein de questions en lien avec ça. C'est quoi ma tolérance face aux risques? Comment je suis quand je suis stressée? C'est pas des questions en droit des affaires, là, c'est des questions de se connaître entre associés. Ouais, c'est ça que j'ai à dire sur le sujet. Là. Je pense qu'on ne réglera pas tout, malheureusement, mais je pense que ça peut effectivement alléger le système quand même. Là. Merci. Merci, Jean-François. Il y avait Aurélia, je crois. Au tout début, Sylvie, tu as parlé de ressenti. Là, moi, je le vis beaucoup, c'est qu'il y a des fois, je sens des choses, puis ça ne s'explique pas, puis des décisions que je prends qui ne s'expliquent pas parce qu'elles sont basées simplement sur des ressentis que j'ai et une intuition. Toi qui es dans un monde que tu disais très aussi protocolaire, puis l'humain est ainsi fait qu'on aime bien expliquer les choses, puis trouver des causes et des raisons, et puis des processus, etc. Est-ce qu'il y a des fois où ça t'est arrivé de ne pas pouvoir justifier une de tes prises de décision parce qu'elle était basée sur un ressenti et face à la personne que tu avais en face, mais j'imagine que c'est encore le cas si tu as des partenaires, en tout cas des équipes, etc. Comment est-ce que tu t'y prends comme pour justifier ça au-delà de dire c'est juste que je le sais et je le ressens et c'est comme ça? Est-ce qu'il y a un moyen d'appréhender ça? Oui. Tu sais, tantôt, on en parlait, si c'est connecté à une valeur, on peut le justifier aussi. Parce que, tu sais, une valeur, j'avais eu un coach d'affaires qui m'avait déjà expliqué. Parce que moi, avant ça, by the way, avant ça, moi, les valeurs, ça ne me parlait pas du tout. Les valeurs. C'est quoi les valeurs? Ça m'a pris un coach d'affaires, moi, pour comprendre l'importance des valeurs. Puis c'est quoi concrètement des valeurs? Puis ce qu'il m'a expliqué, puis que depuis, ça a changé ma façon de voir les choses, c'est que valeur, il faut l'expliquer en comportement. En tout cas, moi, c'est ma façon là, que ça m'a aidé. De l'expliquer en comportement. Donc, comportement attendu, souhaité, autant du monde de mon équipe, autant justement des employés. C'est le monde de mon équipe, ça, mais les employés, partenaires, clients. Comportement attendu, puis comportement inacceptable. Parce qu'il n'est pas basé. Fait que de faire cet exercice-là, déjà,
ça l'aide beaucoup généralement parce qu'on le dit, on embauche, on est supposé embaucher et congédier en RH basé sur nos valeurs. Donc, tu sais, parce qu'on le sait, donc on a quelque chose qui vient l'expliquer. Sinon, notre instinct nous parle beaucoup par vécu, expérience, mésaventures. Donc, des fois, c'est peut-être qu'Aurélia, tu as l'impression justement que tu ne sais pas ton ressenti, mais c'est sûr qu'il est là pour une raison. Tu as peut-être vécu quelque chose qui ressemblait à quelque chose qui t'a rappelé l'événement, puis c'est pour ça que tu as pris une décision. Fait que je pense qu'il faut faire, idéalement, il faut essayer. Il ne faut pas dire il faut, là, mais c'est bien d'essayer de se refocuser, de peut-être méditer, à vraiment comprendre mais pourquoi on prend la décision. Mais tu sais, il y a un côté aussi de se faire confiance. Puis, mais connaître aussi, c'est mécanisme. C'est vraiment se connaître. Être authentique, là, c'est se connaître. Exemple, moi, je sais que on a le cerveau reptilien là, qui a plein de bagages vécus. Fait que moi, je sais que quand je réagis trop fort, quand c'est trop genre j'ai le goût de prendre une décision tout de suite, trop forte, trop impulsive, ben, c'est pas mes valeurs nécessairement qui sont en train de parler, c'est un mécanisme de défense qui est en train de parler, qui est une autre chose. Fait que ça, il ne faut pas que je réagisse à ça, il faut que je le laisse passer. Fait que ça, j'ai appris à me connaître, parce qu'avant, moi, j'agissais, là, dès qu'il y avait un système d'alarme qui sonnait dans ma tête, je réagissais. C'était pas tout le temps de la bonne façon. Fait que j'ai appris à me connaître, j'ai appris à me saisir, et à me dire non, là, cette réaction-là n'est pas bonne. C'est juste un mécanisme de défense, c'est une peur que j'ai, je la mets de côté et là, je vais réfléchir avec mon vrai ressenti, ma vraie intuition, mes vraies valeurs. Donc, il y a ça aussi. Les fois que j'ai pris des décisions, des fois justement que j'aurais pu me dire, je ne sais pas pourquoi je l'ai pris, mais généralement, ça va être mon cerveau reptilien qui est en train de me parler. Là. Mon mécanisme de défense, c'est ça. Merci. Merci Aurélia, merci Sylvie. Il y a une question aussi d'Audrey. Est-ce qu'il y a des inconvénients à être authentique dans le milieu professionnel? Ben, moi, je pense pas. Comme on dit, c'est bien dosé. Stéphane, tu l'as dit, ça ne nous empêche pas d'être élégant, d'être authentique. Je pense qu'il faut que ça soit... C'est là, tant qu'à moi, un défi quand même, mais je pense pas qu'il y ait un déconvénient dans la mesure où c'est dosé. Mais tu sais, je vais donner l'exemple de l'authenticité et de l'ouverture. C'est sûr que si je me dis, Sylvie, elle a parlé à midi qu'il faut être authentique avec notre staff, puis là, vous rentrez à 1h, puis là, vous commencez à dire à votre équipe ou à vos collègues de travail, moi, ça ne me tentait pas de rentrer un matin, ça va pas bien, puis qu'on est tout le temps en train de chialer, qu'on a une attitude pessimiste, c'est pas une façon d'être authentique. Oui, on vit des problèmes, oui, mais il y a une façon de les communiquer de façon aussi, on s'entend que c'est une question de dosage, parce que il ne faut pas embarquer là-dedans non plus d'être... de tout le temps être ouvert, avoir aucun filtre. Puis, j'en reviens à la cause. C'est quoi qui est favorable à ma cause d'une certaine façon. Si moi, c'est d'être utile avec les gens, mais oui, pendant une semaine, je vais moins bien, je vais le dire, mais il ne faut pas que si je ne vais pas bien pendant une semaine, je contamine non plus l'atmosphère de travail qui fait qu'il n'y a plus personne qui travaille, puis qu'il n'y a plus rien qui se passe. Puis... Mais Stéphane, j'aurais le goût de t'entendre là-dessus, parce que comme tu dis, moi, je ne suis pas une experte, si je vais par feeling, là, mais qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a aucun de nous autres qui est un expert, mais je suis d'accord avec toi. Ça ne veut pas dire que on déballe tout le temps ce qu'on ressent à l'intérieur. On a une position de leadership quand même. Hein? On doit créer un contexte où les gens vont performer, vont se sentir sécuritaires aussi, parce que quand on est employeur, mais on veut que les gens se sentent sécuritaires dans leur emploi. Mais ça peut vouloir dire, par contre, qu'on n'a pas la solution. On n'est pas supposé, comme leader, de toujours avoir les réponses à tout. Tu en as parlé un peu tantôt, le syndrome du super-héros. Moi, je suis un peu plus vieux que toi, ou pas mal. Puis, il y a eu des moments donnés, j'ai grandi dans un monde où il fallait être invincible tout le temps. Mais on n'est pas invincible. On vit du stress, nous aussi. On n'a pas les réponses. Puis, c'est intéressant. Je faisais beaucoup de speech là, à mes employés. Puis, un employé qui était venu me voir un moment donné, ça n'allait pas très bien, notre business. Puis, il m'avait dit, c'est vraiment bon ce que tu as dit, mais tu ne nous as pas demandé de l'aide. Tu ne nous as pas demandé de l'aide. C'était plus dans le mode, c'est ça que c'est vers ça qu'on s'en va. Ça m'avait vraiment touché, parce que j'en avais vraiment besoin d'aide. Ça avait comme shifté ma façon d'être. Fait que je pense que ça ne nous enlève pas d'être professionnel, ça ne nous enlève pas d'être inspirant, ça ne nous enlève pas d'être un dirigeant, de l'idée. Mais je pense que ça nous donne le droit de démontrer des défis, de partager comment on se sent par rapport aux défis. Puis ça nous rend humains, comme tu l'as dit tantôt. Ça nous rend humains. Puis je pense que quand on est humain, les gens connectent plus à nous comme leaders. C'est un peu ma notion. Moi, l'authenticité, c'est un voyage que j'ai fait il y a très longtemps aussi pour différentes raisons. Et ça a transformé ma façon de faire des affaires, autant avec mes clients qu'avec mes fournisseurs. Parce que quand on est sincère, authentique, vrai,
bien, eux autres ont le goût de l'être aussi. Ils nous disent tout le temps la vérité. Hein? Puis ça peut nous challenger des fois parce qu'on reçoit des nouvelles qu'on n'a pas le goût de recevoir, tu sais, de nos gens. Coudonc, ce n'est pas ce que je m'attendais, la cédule est en retard. Puis comment on réagit dans notre authenticité, là, c'est important de recevoir l'information, de ne pas envoyer la personne, de démontrer qu'on est fâché. Puis ça nous permet de créer un climat d'authenticité. Fait que je pense que d'être authentique, ça nous permet de créer un climat où les gens vont pouvoir être authentiques. Puis ça a un lien direct sur la performance en affaires, c'est clair. Oui. Ah, c'est comme ça qu'on développe de vraies relations sur le long terme. Tu sais, dans toutes les sphères, là, moi, j'ai des clients là, qui sont avec moi depuis le début, là, depuis 2009. Et, tu sais, c'est beau là, comme relation, parce que c'est des relations de confiance, de conseil, qui s'établissent avec le temps, ça devient des relations d'amitié. C'est tellement beau, puis c'est ça, tu sais, je pense que c'est dans tous les domaines de notre vie qu'on va développer. Plus on est transparent, authentique, plus on développe ça. Là. Donc, non, effectivement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient d'autres questions? Ou des choses à ajouter aussi, peut-être? Oui, c'est votre expérience, On a parlé. votre sagesse. On aimerait vous entendre aussi. Oui, des éléments de sagesse. Non? Personne? Merci à vous deux. Ben, écoute, c'est complexe. Frank a quelque chose à dire. Là, Frank, vas-y, Frank. Frank, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. OK. En fait, j'ai été... En fait, il y a peut-être quelques points qui m'ont fait réfléchir. Cette idée d'avoir confiance en soi, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Puis je pense que il y a l'élément de se sentir, d'avoir confiance en soi-même, mais aussi se sentir assez en sécurité pour prendre le risque de s'exposer. Donc, je serais intéressée de savoir comment... Si tu n'es pas parti avec cette confiance en toi, qu'est-ce qui t'a aidé à bâtir cette confiance en toi? Puis comment quelqu'un peut-être qui se sent très vulnérable dans un contexte, peut-être parce qu'elle a une minorité de différentes façons, comment elle pourrait naviguer cette insécurité avec ce désir d'être plus authentique? C'est une bonne piste, c'est une bonne question, en fait, ce point-là. Une des choses qui me vient à l'esprit, la semaine passée, j'ai passé 3 jours en 7 jours intensifs à l'école d'entrepreneurship de Beauce. On a comme passé 2 jours sur les personnalités, les couleurs, là, le rouge, jaune, vert, bleu. Et on dirait que c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit en t'entendant, Frank, parce que, ouais, je me suis dit, exactement. Et puis, je me suis dit, en fait, je pense que peut-être que le manque de confiance, c'est aussi dans notre personnalité. C'est sûr, quelqu'un qui est plus introspectif, a peut-être plus de la misère, tu sais, à s'exprimer des fois, puis se sentir authentique. Je pense qu'il faut accepter je pense qu'une façon d'avoir confiance en soi, c'est s'accepter, s'assumer, accepter sa personnalité, puis après ça, développer des trucs. Comme je le disais aussi, c'est un effet boule de neige. Plus on va s'assumer, plus c'est de même qu'on va développer sa confiance. Donc, et trouver des trucs, je pense que c'est vraiment le secret. Si quelqu'un a plus de misère à s'affirmer, peut-être que par l'écrit, c'est plus facile. Peut-être que c'est de demander d'avoir justement un médiateur, quelqu'un de neutre, quand on a des discussions plus difficiles à avoir, d'avoir cette personne-là avec nous. Puis ça, c'est être authentique. Tu sais, de le dire, moi, regarde, je veux te parler d'un point, mais je ne suis pas à l'aise de le faire tout seul. J'aimerais ça que telle personne soit présente. C'est très authentique et ça va amener ce qu'on veut. Moi, je le fais là, pour des clients dans des situations, des fois, où il y a justement un conflit et tout. Puis ils vont dire, Sylvie, je veux que tu sois là. Tu sais, je veux que tu sois là pour... Tu vas calmer le jeu, tu vas calmer l'émotif. Tu sais, je le sais, qu'est-ce que je m'apprête à dire, l'autre personne va mal réagir, mais si tu es là, ça va faire un tampon, tu sais. Donc, il ne faut pas avoir peur de le faire et de le dire, parce que le pire des choses, c'est arrêter de ne pas en parler, puis justement, il ne faut pas brusquer. Là, on n'est pas authentique, on n'est pas bien. Fait que d'être plus, je pense, en mode solution, puis en étant en mode solution, tranquillement, pas vite, on va le développer, je pense, cette confiance en soi-là. Une des façons, moi, ma confiance en moi, encore là, ça, c'est un cercle vertueux, justement, au niveau droit des affaires, bien, ça a été beaucoup en développant de l'expérience. Les gens ont commencé à avoir de plus en plus confiance en moi, mes conseils. Quand je chantais qu'il y avait confiance en mes conseils, j'avais confiance en moi. J'ai confiance en moi, ils ont confiance en moi. Fait que, tu sais, d'où ça part, à un moment donné, ça devient difficile, mais je pense qu'au début, c'était de me rappeler. Se rappeler aussi ces petites victoires, ces moments de succès. Tu sais, au début, on en a moins, mais je les notais, je les sortais en exemple.
Donc, de dire, exemple, je ne sais pas, moi, j'ai eu un cas que j'ai déjà eu un conflit entre actionnaires que j'ai réglé. Bien, je m'en souviens que j'ai eu ce cas-là. Donc, je suis capable de me référer à ça mentalement. Fait que je build ma confiance par mon expérience de vie. Ça, on peut le faire dans tous les domaines, justement. Là, juste un exemple en affaires, mais c'est ça. C'est sûr que moi, je suis une extravertie qui a quand même, je pense, pas mal, comme j'ai tout le temps eu confiance en moi. Mais c'est d'apprendre. Moi, tu sais, comme j'ai personnellement, moi, dans ma vie personnelle, c'est d'apprendre, de lire constamment, de lire des livres de croissance personnelle, d'assister à des webinaires. Ben, je pense que plus on apprend des choses, plus ça vient solidifier peut-être certaines perceptions, prendre des actions. Je pense que ça se résumerait à ça. J'ai vu qu'il y a du monde qui ont commenté dans le chat. Oui, il y a Cléopâtra qui disait la confiance, c'est surtout dans l'action. Il faut faire des pas, puis quand on avance, mais on prend confiance en nous. Tu sais. Fait que, oui, Normand? Une petite question rapide. Tu as une entreprise, Sylvie, tu as des employés, mettons 10 employés. Comment on réussit à jumeler les valeurs perso dans des valeurs corpo? L'homogénéité des valeurs. Parce que c'est sûr, dans le fond, que si tu définis tes valeurs, chose que j'ai essayé de faire 5-6 fois dans ma vie, une fois que tu as mis tes valeurs, c'est comme un GPS, gestion par sensation. Tu sais où aller puis prendre des décisions facilement. Mais moi, je suis une entité dans ma compagnie. Comment je réussis à prendre les valeurs personnelles de mes collaborateurs et de faire des valeurs d'entreprise? Question bizarre? Non. Ben, moi, je pense que c'est pas supposé être super différent. C'est pas supposé être des extrêmes. Là, parce que si c'est des extrêmes, l'employé il va à sa place. Ouais. Okay. Parce qu'il n'est pas dans une entreprise qui le représente, puis l'entreprise qui l'a engagé, sûrement qui est mal engagé. Je le disais tantôt, on embauche, puis on congédie sur les valeurs. Fait que je pense que naturellement, je sais pas, mettons que la personne a 5 valeurs, naturellement, je pense qu'il y en a au moins 3 qui devraient être semblables à tout le monde. Moi, quand j'ai établi mes valeurs, moi, pour mon bureau, on n'était pas beaucoup à ce moment-là. On était une équipe aussi encore, là, mais à l'époque, j'ai pris les employés sur place et on a fait un brainstorm ensemble. On a établi chacun nos valeurs personnelles. On s'est rendu compte qu'honnêtement, il avait ce tronc commun-là. Okay. Ça a été hyper facile d'arriver. Tu sais, des fois, c'était juste qu'on avait utilisé un synonyme, mais on les a regroupés dans les 5 valeurs du bureau, puis ça fitait parfaitement. Et à partir de là, ben justement, pour ne pas me retrouver dans une organisation que ça ne fit pas, ben quand j'embauche, je m'assure, après ça, moi, dans mon rôle de leader, je m'assure que justement d'engager des gens qui ont les mêmes valeurs pour que ça aille bien pour Vigie, mais que cette personne-là aussi soit bien dans sa vie. Tu sais, le livre « Les 5 grands rêves de vie » parle beaucoup là, des valeurs des employés, comment c'est important. C'est Strelicky, je pense, hein, Strelicky. Hein? C'est John Strelicky, les 5 valeurs? Oui. Ouais. Mais les 5 grands rêves de vie, ouais. 5 grands rêves, c'est qu'une organisation bénéficie d'avoir des employés qui sont parfaitement alignés. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est autant au bénéfice de l'employé que de l'employeur que ça soit connecté, ces valeurs-là. Excellente réponse. Merci beaucoup. Merci. Jean-François, ça va être la dernière question. Dernière question, j'ai quelque chose qui vient de me popper en tête. Ce que je retiens, c'est que dans le fond, c'est un voyage vers l'authenticité. C'est quelque chose qu'on développe avec le temps. Il n'y a pas de simulateur de vol pour ça, là, mais essentiellement, responsabilité individuelle et ou collective, l'authenticité. Parce que si tu es authentique, tu arrives dans une organisation, tu es plein de bonnes intentions. Jusqu'à quel point ça doit être quelque chose de plus collectif ou d'organisationnel, là, ton point de vue là-dessus? C'est un bon point. Moi, je pense qu'il faut que ça soit quand même collectif parce les leaders de l'organisation devraient justement s'assurer que tout le monde est à la bonne place. Ils ont le bon poste et ils sont pleinement justement accomplis dans ce poste-là, autant comme je disais pour leur bien à eux que pour le bien de l'organisation. Donc, moi, en tant que leader, si je me rends compte que j'ai un employé qui a l'air démotivé, bougon, qui bardasse, qui a une mauvaise attitude, qui a l'air de cacher des choses, ben, je pense que c'est à moi, en tant que leader, d'être coach là-dedans et d'essayer de lui faire dire, de faire sortir le morceau puis de lui donner peut-être des pistes de solutions pour dire il faut qu'il s'ouvre, cette personne-là, il faut trouver une façon qu'elle le fasse. Donc, tout en la respectant, justement. On en parlait tantôt, quelqu'un qui a moins confiance en lui, qui a plus de difficultés. Fait que, tu ne pointes pas et tu ne dis pas « Qu'est-ce que t'as? Matin, parle-moi. » Il faut que tu t'adaptes. Mais je pense que c'est pour ça que c'est un rôle collectif. Puis d'inclure aussi l'équipe. C'est ça, c'est pas juste au leader aussi, c'est à l'équipe. Hein?
Moi, j'avais assisté l'autre jour à une conférence, puis c'était ça, ça parlait des employés heureux et tout, puis le boss qui est moins présent, puis j'ai comme je suis comme un peu tombée frustrée, puis j'ai dit, ouais, mais on a donc bien un rôle ingrat en tant que patron, tu sais, on est dans le jus, puis là, on se fait reprocher de ne pas avoir vu tous les petits signaux tout le temps, tu sais, à un moment donné, on ne peut pas être partout, justement, puis on ne peut pas voir tout, là. Fait que la personne avait répondu dans cette conférence-là, ouais, mais c'est un travail justement d'équipe. Fait que moi, maintenant, je trouve que c'est totalement vrai. Fait que maintenant, j'inclus ma gang là-dedans. Quand j'ai un nouvel employé qui rentre, je fais faire le test de personnalité. Là, je fais faire le MPO pour voir c'est quoi la personnalité de cette personne-là. Je le fais lire. Tous les gens se lisent les tests MPO de tout le monde. Et après ça, ben, chacun a un rôle que cet employé-là se sente inclus dans l'équipe, se sente bien, fasse en sorte qu'il va croître dans l'entreprise. Fait que ça enlève premièrement beaucoup de pression au leader, puis ça fait en sorte que c'est bien plus efficace aussi, là. Fait que, ouais, voilà. Fait que c'est collectif, selon moi. Bien, il est 1 heure, on va terminer la rencontre. Sylvie, tu as dit plusieurs fois que tu n'étais pas une experte. Moi, mon expérience de vie fait que la sagesse, ça vient avec l'expérience. Fait qu'on, tu sais, dans le fond, aujourd'hui, tu as parlé de ton vécu et c'est vraiment ça que je voulais. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé avec autant d'enthousiasme ton expérience et d'avoir partagé avec vulnérabilité aussi le chiffre que tu as fait et les défis que tu rencontres encore dans ta vulnérabilité. Donc, je pense que, excuse-moi, l'authenticité, c'est exactement ça que je m'attendais aujourd'hui. Puis ça a été une rencontre super intéressante. Donc, beaucoup de commentaires positifs dans le chat. Et pour les gens qui étaient ici, bien, je vais partager le vidéo. Vous allez recevoir un courriel avec la vidéo. Sylvie, elle va être conférencière le 10 juin au sommet des leadership conscients au féminin. Donc, je vous invite à participer aussi en tant que participant. Je vais vous envoyer le lien là-dessus aussi. Donc, merci beaucoup tout le monde. Puis merci beaucoup, Sylvie. Oui, merci vraiment d'avoir été là, gang. C'était vraiment plaisant. Merci. Merci Stéphane de Merci tout le monde. l'invitation. Bye bye. Bye. Bonne journée.